Bruce Buffer ne frappe personne, ne reçoit aucun coup et pourrait pourtant gagner jusqu'à 100 000 $ lors de certaines grandes soirées de l'UFC. Pour obtenir ce job, il a utilisé un combattant comme cheval de Troie et un épisode de Friends comme moyen de pression. Voici comment un ancien commercial a transformé deux mots en une machine à fabriquer des dollars. Bruce Anthony Buffer naît en 1957 aux États-Unis et grandit avec un père ancien instructeur des Marines qui lui apprend dès l'enfance à redresser les épaules, sortir la poitrine et projeter sa voix comme si chaque entrée dans une pièce était déjà le début d'un spectacle. À l'adolescence, il se passionne pour les arts martiaux, pratique le judo et se lance même dans le kickboxing. Il abandonne les combats après une deuxième commotion cérébrale, décision assez raisonnable pour un homme dont le futur outil de travail sera sa propre voix. À 19 ans, Bruce crée sa première entreprise et passe les années suivantes à diriger des activités de télémarketing, de nutrition et de sécurité formant des milliers de vendeurs, gagnant parfois énormément d'argent. En perdant aussi, mais apprenant surtout à vendre une idée avant même que celle-ci existe réellement. Vers la fin des années 80, il découvre presque par hasard que le célèbre annonceur de boxe Michael Buffer est son demi-frère. Par la suite, il devient son manager, protège commercialement la phrase « Let's get ready to rumble » et contribue à la transformer en une marque exploitée dans les publicités, les jouets, les jeux vidéo et les événements sportifs. Mais après avoir construit la fortune et la légende vocale de son frère, Bruce comprend qu'il ne veut plus rester l'homme invisible derrière Michael Buffer et qu'il lui faut désormais trouver une scène sur laquelle personne ne pourra le présenter comme une simple copie. Mais après avoir construit la fortune et la légende vocale de son frère, Bruce comprend qu'il ne veut plus rester l'homme invisible derrière Michael Buffer et qu'il lui faut désormais trouver une scène sur laquelle personne ne pourra le présenter comme une simple copie. Au milieu des années 90, l'UFC n'est pas encore le géant mondial que nous connaissons aujourd'hui. L'organisation existe depuis 1993, mais ses premiers événements ressemblent davantage à une expérience interdite qu'à un sport parfaitement structuré. On y oppose des pratiquements de disciplines différentes, avec peu de catégories de poids, des règles encore limitées et une image si violente que certains responsables politiques américains la décrivent comme du combat de coqs humains. Pour le grand public, l'UFC est une curiosité brutale. Pour Bruce Buffer, c'est une mine d'or mal éclairée. Grâce à son activité de manager, Bruce obtient d'abord quelques contrats pour Michael, qui annonce 3 événements de l'UFC, dont l'UFC numéro 6 en 1995. Mais Michael est déjà très demandé dans la boxe et travaille également avec la WCW, l'une des plus grandes organisations de catch de l'époque. Bruce comprend alors que son frère ne pourra pas devenir la voix permanente de l'UFC. Et intérieurement, il se dit que cette place devrait être la sienne. Le problème, c'est que personne à l'UFC ne partage encore cet avis. Bruce contacte Robert Merovich, le propriétaire de l'organisation, et lui présente son projet. Il ne lui propose pas seulement de lire des noms sur une carte, il affirme pouvoir aider à développer la marque, utiliser ses contacts dans les médias, promouvoir les événements et accompagner l'UFC dans sa croissance. En échange, il demande une chose, devenir l'annonceur officiel, mais la proposition est refusée. Bruce rappelle, nouveau refus. Il passe même par les bureaux new-yorkais de la société pour demander le poste en personne. Toujours rien. À ce moment-là, l'UFC ne possède pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de diffuseurs et pas beaucoup d'employés. Mais elle possède apparemment suffisamment d'annonceurs pour ne pas avoir besoin de Bruce Buffer. Alors Bruce imagine un plan. Il commence à représenter un combattant poids lourd nommé Scott Ferozo, un homme de plus de 150 kilos qui ressemble moins à un sportif professionnel qu'à quelqu'un qu'on aurait réveillé au milieu d'une bagarre dans un parking. Bruce envoie des vidéos de Ferozo à l'UFC et réussit à le faire sélectionner pour l'UFC numéro 8 à Porto Rico. Mais Bruce reconnaîtra plus tard qu'il n'avait aucune ambition particulière de devenir manager de combattants. Scott Ferozo était son cheval de Troie. Puisque l'UFC refusait de laisser entrer Bruce Buffer comme annonceur, il allait entrer comme manager. Et dans ses bagages, en plus des affaires de son combattant, Bruce apporte discrètement son smoking. La veille de l'événement, il téléphone à Robert Merovich. Il lui explique qu'il se trouve déjà sur place, qu'il possède son costume et qu'il aimerait présenter les combats préliminaires. Merovich finit par accepter. Le 16 février 1996, Bruce Buffer pénètre pour la première fois dans l'octogone
avec un microphone. Il annonce quelques combats, donne tout ce qu'il possède et ressort convaincu d'avoir réussi son audition. Il attend ensuite le coup de téléphone qui doit changer sa vie. Le téléphone ne sonne pas. Bruce rappelle lui-même. La réponse est polie mais claire, l'UFC n'a pas besoin de lui pour l'événement suivant. Il vient d'infiltrer une organisation sportive grâce à un combattant de 150 kilos, de présenter ses premiers combats en direct et de démontrer toute sa motivation. Et cela n'a absolument servi à rien. Quelques mois plus tard, une nouvelle occasion se présente. L'annonceur prévu pour l'UFC numéro 10 est indisponible. L'organisation doit trouver absolument un remplaçant en urgence et demande à Bruce s'il peut rejoindre l'Alabama dans les 2 jours. Bruce s'envole directement pour l'Alabama et annonce l'intégralité de l'UFC numéro 10. Cette fois, il ne présente plus quelques combats préliminaires. Il porte toute la soirée. Lorsqu'il rentre chez lui, il pense que la décision est prise. Après 2 auditions, un remplacement au dernier moment et plusieurs mois de harcèlement commercial, l'UFC va forcément lui offrir le poste. L'organisation engage pourtant quelqu'un d'autre, un proche de l'un des producteurs. Bruce vient d'échouer une 2e fois. Il a eu sa chance 2 fois, l'UFC a simplement décidé de continuer sans lui. Bruce aurait pu abandonner. Après tout, il gagne déjà bien sa vie grâce à ses entreprises, à la carrière de son frère Michael. Il n'a pas besoin de l'UFC pour payer ses factures. Mais ce n'est justement plus une question de facture. Bruce est convaincu que cette organisation peut devenir immense. Il ne veut pas seulement un salaire, il veut être présent avant que l'argent arrive. Puis en 1997, Hollywood lui offre une dernière carte. La série Friends prépare un épisode consacré à l'Ultimate Fighting Championships. Dans l'histoire de cet épisode, Pete Baker, le compagnon milliardaire de Monica, décide de devenir champion de l'UFC malgré une aptitude au combat proche de celle d'un meuble de salon. Pour rendre les scènes crédibles, la production de Friends souhaite faire apparaître un véritable annonceur. Et l'homme sélectionné est Bruce Buffer. La situation devient presque comique. L'UFC refuse encore de l'engager officiellement, mais la série la plus populaire du monde s'apprête à le présenter à des millions de personnes comme la voix officielle de l'UFC. Bruce comprend immédiatement la valeur de cette contradiction. Pendant le tournage, il demande à déjeuner avec Robert Merovich. Cette fois, il ne le supplie plus. Il explique qu'il apparaît dans Friends sous son propre nom, que cette exposition représente une publicité exceptionnelle pour l'organisation et que le public va naturellement l'identifier comme son annonceur. Puis Bruce pose ce qu'il considère comme son ultimatum final. Il dit qu'il se sent comme une fille qui attend désespérément qu'on l'invite au bal de fin d'année. Cela fait 1 an et demi qu'il réclame le poste. Il ne le demandera plus jamais. Soit Merovich l'engage maintenant, soit Bruce tourne définitivement la page. Robert Merovich accepte. À partir de l'UFC numéro 13 en 97, Bruce Buffer devient l'annonceur permanent de l'organisation. L'homme qui avait échoué à 2 auditions vient de transformer une apparition dans Friends en contrat professionnel. C'est quand même incroyable. Il appellera plus tard cette négociation la meilleure main de poker de toute sa vie. Mais gagner la place n'est que le début. Car lorsqu'il réécoute ses premières prestations, Bruce n'aime pas sa propre voix. Elle manque de puissance, de personnalité, de rythme. Pire encore, tout le monde connaît déjà son frère Michael Buffer dans la boxe. Bruce sait qu'à la moindre imitation, il deviendra simplement le petit frère de Michael. Une version moins grave, moins célèbre et probablement moins chère que l'original. Il refuse ce rôle. Pendant environ 7 ans, il construit progressivement son propre style. Il commence par rester presque immobile, puis il laisse son passé de combattant reprendre le contrôle. Il bouge davantage, tourne autour de la cage, pointe les athlètes, varie le rythme et introduit les combattants comme il aurait lui-même aimé être présenté avant un combat. Michael est élégant et solennel. Bruce veut être explosif. Michael ressemble à un grand vin servi dans un restaurant de luxe. Bruce ressemble davantage à un verre que quelqu'un vient de renverser sur la table avant le début d'une bagarre. Sa voix n'a jamais été formée dans une école spécialisée. Elle évolue par l'expérience. Bruce apprend à ne plus tout pousser depuis sa gorge, à utiliser davantage sa poitrine, son souffle et son diaphragme. Son corps devient une caisse de résonance, son énergie augmente au fil de la soirée. Il ne prononce jamais son annonce principale avec la même intensité lors du premier combat et lors du combat vedette. Il construit progressivement la tension comme si chaque nom annoncé ajoutait quelques degrés à l'intérieur de la salle. Et lorsque le main event arrive, Bruce ne lit plus une fiche, il déclenche une explosion. Mais au moment où il commence enfin à trouver sa voie, l'UFC est sur le point de perdre la sienne.
À la fin des années 90, l'UFC est au bord de la disparition. Plusieurs diffuseurs refusent ces événements, certains États limitent les combats et l'organisation perd de l'argent. Bruce Buffer vient enfin d'obtenir le poste dont il rêvait, mais dans une entreprise qui risque de mourir. Il pourrait partir, pourtant il décide de rester. En 2001, les frères Fertitta rachètent l'UFC pour environ 2 millions de dollars et nomment Dana White à sa tête. Bruce craint d'être remplacé, mais la nouvelle direction le conserve. À cette époque, il affirme déjà que le MMA peut devenir l'un des plus grands sports au monde. 15 ans plus tard, l'UFC sera revendu pour près de 4 milliards de dollars. Les premières années restent pourtant difficiles. Chaque événement est une nouvelle tentative de survie. En 2002, le combat Tito Ortiz contre Ken Shamrock attire une attention inédite. Le public ne vient pas seulement voir de la violence, il vient suivre une rivalité et choisir un camp. Mais le véritable tournant arrive en 2005 avec l'émission The Ultimate Fighter. La finale entre Forrest Griffin et Stéphane Bonnard fait découvrir le MMA à des millions de téléspectateurs et sauve probablement l'organisation. L'UFC commence enfin à décoller et la voix de Bruce accompagne sa transformation. À mesure que l'organisation grandit, Bruce développe son personnage, ses mouvements, ses rotations et son célèbre Buffer 180. Lors de l'UFC numéro 100 en 2009, il réalise même un tour complet face à Brock Lesnar, le Buffer 360. Le public explose, mais Bruce décide de ne plus jamais le reproduire, estimant qu'un geste unique perd de sa valeur lorsqu'il devient une habitude. Toujours aussi physique dans ses représentations, il se blesse plusieurs fois le genou, allant jusqu'à se rompre le ligament en 2013. Bruce devient probablement le seul annonceur capable de construire un dossier médical simplement en lisant des fiches. Au fil des années, il présente les plus grandes légendes de l'UFC. Georges Saint-Pierre, Anderson Silva, John Jones, Ronda Rousey, Khabib Nurmagomedov et un certain Conor McGregor. En 2015, il annonce le combat entre Ronda Rousey et Holly Holm, devant plus de 56 000 personnes. Quelques minutes plus tard, Holm provoque l'un des plus grands chocs de l'histoire du MMA. En 2016, Bruce entre au Madison Square Garden pour l'UFC numéro 205, où Conor McGregor devient le premier combattant de l'organisation à posséder 2 ceintures simultanément. L'UFC, autrefois rejeté par les télévisions, vient désormais de conquérir New York. Puis en 2018 arrive l'UFC 229. Khabib contre McGregor. Bruce se trouve entre 2 hommes qui n'ont absolument pas besoin d'aide pour être davantage énervés. Il lance son célèbre devant une audience record estimée à 2,4 millions d'achats. Khabib gagne, puis une bagarre générale éclate autour de la cage. C'était du grand n'importe quoi. En 2024, Bruce est encore présent pour l'UFC numéro 300, près de 30 ans après ses débuts. Les champions changent, les dirigeants vendent et les diffuseurs se succèdent. Bruce lui reste au centre de l'octogone. Il n'est plus payé seulement pour prononcer des noms, il est payé pour apporter 30 années d'histoire à chaque combat. Dès que sa voix s'élève, le public comprend que le moment important est arrivé. Le salaire exact de Bruce Buffer n'est pas public. L'UFC n'a jamais publié son contrat et Bruce n'a jamais confirmé précisément les montants régulièrement diffusés dans la presse. Certaines estimations parlent d'environ 50 000 $ pour un événement UFC Fight Night et jusqu'à 100 000 $ pour certaines grandes soirées UFC numérotées. Ces chiffres sont possibles, mais ils doivent être présentés comme des estimations médiatiques et non comme des montants officiels. Une chose est néanmoins certaine, son revenu ne dépend pas uniquement de l'UFC. Bruce a appliqué à sa propre carrière la méthode commerciale utilisée avec son frère Michael Buffer. Il a transformé son identité en marque. Sa phrase iconique « It's time » est devenue un produit. Son site propose des instructions personnalisées dans lesquelles il peut annoncer un anniversaire, un mariage, l'ouverture d'une entreprise ou l'arrivée d'un particulier comme s'il s'agissait d'un champion incontesté des poids lourds de l'UFC. Il enregistre également des messages sur commande. Lors d'une journée de combat, Bruce ne se contente pas d'arriver 10 minutes avant le main event. Il dort autant que possible, mange, médite, s'entraîne physiquement et consacre plusieurs heures à préparer ses fiches. Il vérifie la prononciation des noms, les surnoms, les palmarès, les titres et les informations transmises par l'organisation. Il ne répète pourtant pas intégralement son annonce, il préfère réagir à l'énergie de la salle. Sa prestation doit sembler vivante. Il explique également que les noms longs sont souvent plus agréables à annoncer que les noms courts.
Le combattant Khabib Nurmagomedov lui offre de la matière, du rythme et une montée en puissance. Un nom comme Mike Swick est beaucoup plus compliqué à faire durer dans le temps. Même avec la plus grande voix du monde, il est difficile de transformer 2 syllabes en un opéra. Bruce utilise aussi sa voix en dehors des sports de combat. Il a ouvert un match des Raiders de Las Vegas en NFL, participé à des publicités, présenté des événements d'entreprise et a annoncé des matchs de foot lors du mondial en 2026. Sa voix a été intégrée dans des jeux vidéo, à des projets musicaux et à différents contenus promotionnels. Il a également animé son propre podcast dans lequel il reçoit des combattants, des entrepreneurs et des personnalités du spectacle. Sa marque s'étend jusqu'à des produits comme un bourbon, une boisson énergétique et une eau de Cologne. L'objectif est toujours le même. Lorsqu'une personne entend « It's time », Bruce veut qu'elle ne pense pas seulement à l'UFC, elle veut qu'elle pense à lui. Et chaque soirée à l'UFC augmente ensuite la valeur de toutes ses autres activités. L'UFC nourrit la marque Bruce Buffer. La marque Bruce Buffer rend les soirées d'UFC plus reconnaissables. L'argent circule dans les deux sens. Bruce Buffer n'a jamais remporté de ceinture dans l'octogone, mais après les refus, les échecs et les années de doute, il a gagné quelque chose que même certains champions n'obtiennent jamais, devenir irremplaçable. Et lorsque sa voix s'élève au-dessus de la foule, il ne prononce pas seulement 2 mots, il rappelle qu'une vie entière peut parfois basculer au moment où quelqu'un décide enfin que son heure est venue.